c'est notre sujet de ce matin, que nous consacrons à ces femmes qui ne prennent pas de moyens de contraception hormonale, Nathalie. Parce qu'aujourd'hui, après le scandale des pilules de 3e et 4e génération, notamment, la contraception hormonale est de plus en plus souvent remise en question, on peut le comprendre, pour des raisons idéologiques, culturelles ou médicales. Certaines femmes préfèrent se tourner vers des méthodes de contraception sans hormones. Nathalie, est-ce que c'est le cas de nos maternautes? Mais oui, seriez-vous tentés donc par les méthodes de contraception sans hormones? On va de la méthode Ogino jusqu'au stérilet en cuivre. La réponse est oui à 48%. J'hésite encore à 30%. Ce qui veut dire que les femmes qui sont tentées par un ailleurs sont 78%. C'est-à-dire que les hormones ras la casquette. Voilà, c'est énorme. Et alors je dois dire que ça, c'est une intention. Mais quand vous vous penchez sur les chiffres des scientifiques, l'INSERM, vous vous rendez compte très clairement qu'il y a une baisse de l'usage de la pilule, qu'il y a une petite hausse de stérilet, pas grand-chose, et surtout une forte hausse de ces fameuses méthodes naturelles. Imaginez dans les années 60, un grand classique, les méthodes naturelles, puisque hélas, nos mères, nos grands-mères n'avaient que ça. Mais alors les méthodes naturelles ou sans hormones, Nathalie? Alors, les méthodes naturelles dans les années 60. Et en fait, tout doucement, ça dégringole, bien sûr, vive la pilule, là on voit. Année 2000, vraiment, on est très bas, et 2013, on est passé entre 2000 et 2013 de 5,5 à 9,5. C'est pour les énorme. méthodes dites naturelles. Pour les méthodes dites naturelles. Alors, vous l'avez dit, il y a l'histoire de évidemment, la pilule de 3e et 4e génération. Ça fait peur à tout le monde. On en parlait encore la semaine dernière avec un fameux procès. Mais ce qui nous a intéressés, nous, au maternel, c'est que d'un seul coup, on entend les femmes, et peut-être les couples, les femmes un peu différemment, dans un besoin de personnalisation de leur contraceptif. C'est-à-dire, ras-le-bol qu'on nous impose un peu quelque chose. Exactement. Tiens, prends la pilule, t'as une vie sexuelle, on veut choisir. la pilule. Alors maintenant, Julia, il y a quelque chose aussi à la rédaction qui nous alerte un petit peu. On tenait à faire cette émission parce que les femmes ont besoin d'infos. C'est, d'une part, on s'est rendu compte que la plupart des femmes qui allaient en tout cas une grande partie des femmes qui vont vers ces méthodes-là sont des femmes qui ont des problèmes financiers. Et ça, c'est attention la crise. Ne pas parce que toutes les pilules ne sont pas remboursées de plus en plus. Voilà. Et les femmes commencent à ne plus aller chez le gynéco. Attention, danger. Et puis, alors, est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? On discute beaucoup entre spécialistes. Une légère hausse des IVG. Bon, il n'y a pas que ça. Oui, c'était arrivé en Angleterre il y a quelques années. Après une crise de la pilule, il y avait eu... Absolument. Alors en France, le parti pris, vous allez voir, est un petit peu différent. C'est vraiment, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y ait une légère augmentation des IVG. Donc il ne faudrait pas mettre ça sur le dos des femmes. Et pour cette raison, dire attention, les femmes se servent de l'IVG comme d'un moyen contraceptif. En tout cas, on ne défend pas cette idée-là. Ce qu'on va se dire, nous, Nathalie, c'est que pourquoi pas explorer d'autres moyens de contraception que la pilule, sans que ça soit forcément motivé par la peur. Pourquoi pas? Parce que les hormones, après tout, on n'est pas obligé d'en prendre toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et qu'on devienne actrice de nos choix de contraception. Exactement. Bon, on est d'accord, on va faire la même émission finalement, vous et moi, Nathalie, ça va. Alors, quelles sont ces méthodes de contraception sans hormones? Quels sont les avantages, mais aussi et surtout les limites? Il faut aussi en parler. Nous allons en discuter ce matin avec Claire, avec Laurence et avec le docteur Philippe Fauché, qui sont déjà sur notre plateau. Merci beaucoup, Fabien Toulmé, d'être venu sur notre plateau. Bon retour à vous et bonjour de nous tous à Julia. Ça marche. Et à Louise. Et à Louise aussi. Et on accueille nos invités. Bonjour Laurence, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Besançon et vous n'avez pas encore d'enfant. Vous ne souhaitez plus prendre de contraception hormonale, mais vous ne savez pas vraiment quelle serait pour vous la meilleure méthode de contraception. Vous avez bien fait de venir ce matin, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bonjour Claire, vous habitez plutôt en région parisienne et vous êtes la maman de Lison. Je ne sais pas si elle dort, Lison. Oh, si elle fait dodo et elle a 2 mois. Après 12 ans de pilules, vous avez choisi de vous tourner vers la méthode Billings. C'est comme ça qu'on dit? Exact. Alors, une méthode naturelle, vous nous raconterez en quoi cela consiste. Bienvenue sur notre plateau. Docteur Philippe Fauché, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au centre de planification Bluet-Rousseau, on dit comme ça maintenant. C'est à Paris. Merci de revenir, vous aussi, sur le plateau des maternelles. Alors, fin 2012, comme on le disait tout à l'heure avec Nathalie, éclatait le scandale des pilules de 3e et 4e génération. Alors, est-ce que depuis, eh bien, les femmes ont changé leur regard sur la contraception? Regardez, c'est une enquête de Pauline Merle. Il y a 2 ans, nous avions rencontré Cyrielle, qui à 24 ans, sans raison apparente, avait déclaré une phlébite. Résultat, 2 mois d'immobilisation. C'est en découvrant l'histoire de Marion Lara, cette jeune femme handicapée après un accident vasculaire cérébral imputable à sa pilule, que Cyrielle avait fait le lien. Elle aurait, elle aussi, été victime de son contraceptif. À 24 ans, on n'a pas une phlébite comme ça.
par hasard, entre guillemets, quoi. C'est une maladie de vieux, la phlébite. C'est pas un truc qui arrive à une jeune fille de 24 ans. Et en l'occurrence, quand à l'hôpital, ils m'ont fait des analyses et des tests, j'avais pas de facteur d'hérédité, je ne fumais pas, il y avait aucune autre raison que je fasse une phlébite, quoi. Comme de nombreuses femmes, Cyrielle a donc porté plainte contre le laboratoire qui fabriquait sa pilule et contre l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mise en cause, les pilules dites de 3e et 4e génération. Elles doubleraient le risque d'avoir une embolie pulmonaire. C'est ainsi qu'en décembre 2012 a éclaté le scandale de la pilule. Au centre de planification des Bluets, à Paris, le docteur Hatchuel essaye alors de gérer la crise. Nous, notre premier message, c'est de dire surtout pas d'affolement, c'est très très peu de risques, donc n'arrêtez surtout pas la pilule. Surtout, vous n'arrêtez pas. 2 ans plus tard, où en est-on? Le scandale de la pilule a-t-il laissé des traces? Nous nous sommes rendus au planning familial de Lille. On a eu des femmes qui ont téléphoné un peu paniquées en nous disant j'ai telle pilule, est-ce qu'elle est dangereuse ou est-ce qu'elle n'est pas dangereuse? Ça a rendu des femmes en tout cas plus exigeantes sur les méthodes qu'on leur propose et donc du coup de pouvoir faire un choix qui soit plus éclairé, qui leur convienne le mieux. Depuis la crise, les Françaises auraient ainsi changé de regard sur leur contraception. Un constat confirmé par une récente enquête de l'Institut national d'études démographiques. On peut dire qu'à peu près une femme sur 5 a changé de méthode de contraception à la suite de ces événements médiatiques et que les tendances les plus marquées, c'est un recul très net du recours à la pilule. Et je crois que ce qui est important à souligner, c'est que même si les pratiques ont changé, globalement, le nombre de femmes qui utilisent une méthode de contraception n'a pas changé. C'est-à-dire que les femmes ne se sont pas détournées de la contraception, elles ont changé de pratique contraceptive. Et c'est sans doute pour cette raison que malgré la crise, le nombre d'avortements n'a pas explosé. C'est des choses que nous avons entendues, de dire attention, ça va être l'affolement, les femmes vont utiliser l'avortement comme moyen de contraception, on va avoir un pic d'avortement. On a une augmentation provisoire aujourd'hui de 4,7%, donc on est loin de la catastrophe qui avait été annoncée pour la France. Les Françaises se sont donc largement tournées vers d'autres méthodes, parmi lesquelles le stérilet et le préservatif. Mais depuis 2 ans, ce sont les méthodes non hormonales, comme le retrait et le suivi des dates d'ovulation, qui ont connu le plus fort succès, même si elles sont réputées bien moins efficaces que les méthodes hormonales. Docteur Philippe Fauché, on disait tout à l'heure avec Julia qu'une femme sur 10 pratique une contraception sans hormones, ce qui est quand même assez important. Est-ce que vous en rencontrez dans votre centre de planification et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vous donnent comme motivation? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste quand même préciser que je n'ai aucun lien avec les laboratoires pharmaceutiques qui commercialisent des moyens contraceptifs, quels qu'ils soient, sauf l'implant contraceptif, puisque j'ai participé à la diffusion de cette méthode de contraception en France. Ok. Les choses sont claires. Ça, c'est bien clair. Oui, on ne croit pas que vous allez nous orienter vers un moyen de contraception pour trouver l'argent. Donc, pour répondre à votre question, oui, il arrive de... J'ai été face à des femmes qui m'ont dit avoir pratiqué des méthodes de contraception naturelle et j'ai l'impression effectivement que c'est beaucoup plus fréquemment qu'il y a quelques années. Ah oui. Et c'était quoi la motivation? C'était la peur? C'était le ras-le-bol? Un côté plus naturel? Alors il y a le ras-le-bol, il y a le fait de ne pas avoir d'hormones. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont une phobie des hormones, il faut le dire très clairement. Ouais. Donc se détourner des hormones, la peur de ce qu'il y a eu, le ras-le-bol aussi de la pilule pour des femmes qui ont eu pendant des années la pilule. Ouais. Voilà, c'est à peu près les raisons qui sont... Tout ça s'entend, quoi. Oui. Alors Laurence, comme la grande majorité des jeunes filles françaises, votre premier moyen de contraception à vous, ça a été la pilule. Vous en avez même testé plusieurs, mais à chaque fois ça ne vous convenait pas. Pour quelle raison? Parce que j'avais plein d'effets secondaires, dont la baisse de libido par exemple. La dernière que j'ai prise m'a donné énormément d'acné. D'accord. Et quand j'ai lu la notice en fait du médicament avec tous les effets secondaires et puis les contre-indications par rapport aux antécédents familiaux notamment, je l'ai arrêté net parce que ça m'a fait vraiment très peur. Notamment sur les antécédents? Oui. Vous avez prescrit la pilule sans vous poser la question des antécédents? Une pilule de 3e génération en fait. On m'a posé la question si j'avais des antécédents et puis elle me l'a quand même prescrite. D'accord. C'est que j'ai trouvé assez bizarre et j'ai du coup préféré l'arrêter. Je comprends plus si vous aviez des effets secondaires, effectivement, c'était pas très confortable. Est-ce que vous avez donc du coup essayé d'autres moyens de contraception? Comment vous avez fait après l'arrêt de la pilule? Après l'arrêt de la pilule, j'avais demandé à tester
c'est plutôt mon médecin qui m'a fait tester l'anneau vaginal. Oui. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ce dispositif. Je l'ai retiré tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à mettre. C'est compliqué à mettre, à retirer. Je le sentais en fait, et ça me mettait très mal à l'aise. Mais il y a des hormones de toute façon dans l'anneau vaginal. Aussi. J'ai beaucoup insisté avec mon médecin pour qu'elle me prescrive du coup un stérilet, mais elle ne voulait pas. Elle me poussait vers la pilule absolument. Et vous vouliez quoi? Un stérilet sans hormones? Sans hormones. Donc un stérilet en cuivre. Voilà. Parce qu'en fait, vous aviez la phobie des hormones. Au bout d'un moment, vous en aviez ras-le-bol? Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol avec tout ce que j'ai vu sur les médias, par Internet, etc. Ça me convenait plus. Et puis c'était assez contraignant de prendre une pilule tous les jours. Si on oublie de la prendre, on est un petit peu dans la galère. Donc c'était vraiment trop contraignant. Vous aviez l'impression d'être pris un peu en otage, j'imagine? Oui, voilà. J'avais pas trop le choix. Quand j'ai fait la recherche d'autres moyens de contraception, c'était très limité. Mais pourquoi elle n'a pas voulu le stérilet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que nous, au maternel, on le dit, enfin je pense pas me tromper Nathalie, de dire que même quand on n'a pas eu d'enfant, on peut avoir la pose d'un stérilet. Oui, maintenant on peut effectivement, même sans enfant, en avoir. J'avais quelques contre-indications, une contre-indication médicale. Et puis je suis allée voir quand même un autre médecin pour avoir un second avis. Elle m'a dit que ce n'était pas du tout une contre-indication et que je pouvais la mettre. À l'heure actuelle, vous n'avez pas de stérilet, comment vous faites pour vous protéger? Pour l'instant, on utilise tantôt le préservatif, tantôt on utilise la méthode du retrait. D'accord. Ce qui n'est pas sûr du tout. D'accord. Et ni l'un ni l'autre ne vous convient? Voilà, aucun des deux. Philippe Fauché, alors d'abord le point sur la pilule. La pilule, qu'est-ce que vous en pensez? Dans quelles conditions c'est valable? Ce à quoi il faut faire attention? Qu'on ait des bonnes informations ce matin. En résumé. En résumé. Bon, bien sûr, il faut respecter les contre-indications. Il y a des contre-indications. Alors, quand on dit pilule aussi, il faut se méfier parce que dans les pilules, vous avez les pilules œstroprogestatives qui ont des œstrogènes et des progestatifs, mais vous avez aussi des pilules où il n'y a que des progestatifs. D'accord ? Les pilules qui peuvent donner des accidents veineux, c'est les pilules œstroprogestatives. Donc, c'est ces pilules-là, surtout, qui ont beaucoup de contre-indications. Les pilules progestatives pures ont très peu de contre-indications finales. Mais est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires quand il n'y a que des prostétatifs? Alors oui, absolument. C'est comme l'implant. D'ailleurs, c'est la même chose. C'est une administration en continu d'un progestatif. Et quand on donne en continu un progestatif, l'effet secondaire principal, c'est que ça fait saigner. Donc on a un moins bon contrôle du cycle et les femmes arrêtent souvent ce mode de contraception parce qu'il y a des troubles des règles, des troubles du cycle, il y a des saignements un peu n'importe quand et c'est pas très confortable. Il n'y a pas des prises de poids aussi, non? Il peut y avoir des prises de poids, mais c'est beaucoup plus rare. D'accord. De toute façon, il n'y a pas tellement de différence en ça avec la pilule œstroprogestative. L'avantage de rajouter un œstrogène, c'est que ça va bien agir sur la muqueuse de l'utérus et ça va éviter qu'il y ait ces saignements complètement anarchiques. D'où pour le confort des femmes, il est mieux de prendre un œstroprogestatif. Sauf que comme il y a ce œstro, qui est un œstrogène synthétique, c'est lui qui est le méchant en fait dans l'affaire et qui peut créer des thromboses veineuses, donc des phlébites au niveau de la jambe et des embolies pulmonaires. Donc pour ça, il faut respecter les contre-indications. Donc il y en a qui sont très connus, l'hypertension artérielle, l'antécédent de phlébite. Une femme qui a déjà fait un accident veineux, il ne faut surtout pas lui redonner une pilule œstroprogestative. Se renseigner si dans la famille il y a eu des accidents comme ça, parce que ce qu'on essaie de détecter, mais malheureusement on ne le détecte pas toujours, c'est savoir s'il y a une susceptibilité à faire ce genre d'accident qui serait complètement déclaré quand on prend une pilule œstroprogestative. Le problème, c'est qu'on n'a pas de test sanguin qui permet de dire telle femme, elle va faire un accident, et telle femme, elle ne va pas en faire un. D'où l'intérêt d'être suivi. Mais c'est quand même pas uniquement que la grande méchante, la pilule. Non, pas du tout. Non seulement ça a un effet contraceptif, mais ça a aussi, et ça les femmes ne le savent pas suffisamment, plein d'effets positifs, non contraceptifs. C'est-à-dire que ça diminue les douleurs au moment des règles, ça diminue le risque de faire des maladies des seins, ça diminue le cancer de l'endomètre, donc de l'utérus, ça diminue aussi le cancer de l'ovaire. Donc ça a aussi une action protectrice sur certains cancers, diminution des douleurs de règles, il y a moins de règles, donc les femmes sont moins anémiques, il y a des femmes qui ont des règles très abondantes, quand vous les mettez sous pilule, elles ont très peu de règles, donc elles peuvent aussi contrôler le moment où elles vont avoir leurs règles, ça c'est très intéressant. Prendre la pilule en continu. Prendre la pilule en continu, vous partez en vacances, vous avez un examen, vous enchaînez vos plaquettes de pilules, vous êtes tranquille. Donc c'est aussi du confort, mais aussi quand je vous ai parlé de prévention de cancer, c'est plus que du confort. Donc il y a à côté de cette
effectivement des accidents qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, qui est en fait difficile à faire en consultation parce que ça prend beaucoup de temps à expliquer à une femme qu'on lui donne quelque chose, elle va en retirer des bénéfices, mais il y a aussi des risques. Mais il faut vraiment faire ce plateau et ça prend du temps. Il faut bien se connaître, il faut avoir plusieurs rendez-vous avec son gynéco, parler de ses envies aussi. S'informer, parler, voilà. Ouais, parce qu'on n'a pas parlé là, mais il y avait la baisse de la libido, ce que vous disiez. C'est pas la première fois avec Julia qu'on entend ça. Vous avez déjà entendu ça, vous aussi, sur la pilule? Vous savez, avec la pilule, on entend tous les effets secondaires. Il y a très peu d'études il n'y a pas d'études qui a vraiment clairement incriminé la pilule dans la baisse de libido, mais il y a des femmes qui, très clairement, quand elles prennent la pilule, elles ressentent quelque chose, et ça, faut les écouter. Oui. Donc, il ne faut pas leur dire, c'est pas grave, c'est pas prouvé, continuez votre pilule. C'est pas marqué sur la notice. C'est pas marqué sur la notice, c'est vous qui, voilà. Vous, c'était pas marqué sur la notice, mais vous l'avez clairement senti, la baisse de libido. Oui. Il a suffi que vous arrêtiez la pilule pour avoir de nouveau envie de faire l'amour. Exactement. Ah. En même temps, vous imaginez l'escroquerie, là, tous les hommes qui nous regardent, qui ont eu tant de femmes qui prenaient la pilule. C'est ça. Bon, alors Claire, vous êtes la maman de Lison qui a 2 mois. Vous aussi, votre premier moyen de contraception, ça a été la pilule. Pour quelle raison? J'ai pris la pilule donc assez jeune, je devais avoir 16 ans, et pour une raison simple. Par confort, parce que pour certains des bénéfices que vous avez cités, c'est-à-dire ça avait l'air pratique, c'était beaucoup plus confortable. Et puis aussi parce que juste toutes mes copines la prenaient, quoi. Ah d'accord. Donc il me semblait que c'était une sorte de passage, un truc. Vous aviez 16 ans, vous preniez la pilule. Exactement, point, quoi. Comme toutes mes copines, et je sais pas, voilà, la question se posait pas. Même pas. Donc vous l'avez pris quand même pendant 12 ans, cette pilule, et puis un jour, vous avez décidé d'arrêter. Comment ça se fait? Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré, ami d'amis, un couple qui utilisait une méthode de régulation naturelle des naissances, qui s'appelle la méthode Billings, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et ils m'ont raconté comment ils en étaient venus à cette méthode, pourquoi ils l'avaient choisie, et comment ils vivaient ça. Au début, vous n'étiez pas très convaincue, je crois. Non, parce que effectivement, et c'est une famille nombreuse, c'est un couple de familles nombreuses, donc ils ont, je pense, 6 enfants. Oui, ça marche pas très bien. Voilà, donc le premier truc qu'on se dit, c'est super, moyen, c'est pas très convaincant votre truc. Et puis je pense que aussi j'étais vraiment déroutée de voir qu'il y a des choses qui existaient que je connaissais pas, je savais pas. Je comprenais même pas vraiment ce qu'ils vivaient, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, ils vous ont un peu parlé de cette méthode. Exact. Du coup, ça vous a intrigué. D'abord, ça vous a un peu apeuré, puis intrigué. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste rapidement? Oui, la méthode. Ouais. D'accord, c'est une méthode d'observation qui est vraiment basée sur l'observation, donc des sensations corporelles et de la glaire cervicale. Alors comme ça, ça fait pas envie. C'est pas glamour. C'est pas glam du tout, etc. Mais en fait, c'est très simple. C'est juste une manière de juste vivre avec son corps, de voir ce qu'on ressent quotidiennement, de le noter. Et alors, ça veut dire quoi? Que vous regardez votre glaire cervicale? Ouais, en fait, non, oui. Vous regardez votre culotte? Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, j'ai pas eu l'impression de poser de gestes particuliers. Parce qu'en fait, finalement, on sait tout ce qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? À quel moment vous savez si vous êtes en période d'ovulation ou pas, par exemple? Par rapport effectivement à la glaire et à son aspect. D'accord. Et c'est l'observation de cette glaire ou pas, donc le fait qu'elle apparaisse ou pas, et son aspect qui nous permet de savoir exactement où on est né dans son cycle. D'accord. Alors ce qui est frappant, c'était une découverte pour moi parce que comme j'ai pris la pilule longtemps, je n'avais pas de glaire cervicale. Parce que ça c'est une des choses, les pilules bloquent complètement ça. Donc c'est même quelque chose de ma féminité, de mon corps que je ne connaissais pas. D'accord. Je savais même pas qu'on pouvait observer ça parce que je savais. D'accord. Donc en fait, c'est pas très contraignant. C'est une observation, ça dure 2 secondes. Vous dites, tous les jours, vous regardez votre culotte. Enfin, ce qu'il y a dedans. Oui, voilà. Quand on... Ce que fait une femme. Oui. Non, mais on fait ça 15 fois par jour, en fait. Oui. Bah non. Oui. Non, mais salut. Personnellement, je regarde des fiches 15 fois par jour. Non, mais je pense que c'est en tout cas un geste qui est assez spontané, naturel pour une femme. Voilà. Et donc là, c'est plutôt une vigilance, une observation. On va se dire, tiens, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Et là, vous dites, là, il vaut mieux que je m'abstienne d'avoir des rapports sexuels parce que si j'ai pas envie d'avoir d'enfants, je vais avoir des rapports sexuels. Votre conjoint, ça lui va? Oui, alors, ce qui nous a... les 2 choses qui m'ont frappée quand j'ai fait cette rencontre, et en digérant un peu tout ça, c'est que, je me sentais vraiment... je me suis sentie vraiment libérée de la pilule en arrêtant et en choisissant cette méthode-là. Mon conjoint était vraiment partie prenante, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une méthode...
la forme sur laquelle est proposée, c'est la femme fait les observations et son mari note tous les soirs ce qui s'est passé. Donc tous les soirs on a la conversation débile de... Et pas l'inverse. Non mais c'était quoi chérie aujourd'hui, voilà. Et donc une sorte de petites notes qu'on prend tous les soirs en se couchant, enfin voilà. Où on se dit un peu, voilà, où on en était, Ils n'ont pas sorti l'appli encore. Non, c'est dingue. C'est vrai. Ouais, ça va, mais c'est pas anti-sexy, dites-moi en vrai. Elle est décrétée comment ta glaire cervicale aujourd'hui? Ouais, en fait, c'est un côté pas glam comme ça, dit comme ça, quand on en parle, etc. Mais à vivre, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. Ouais, voilà. Je suis sûre. Pourquoi? La maîtrise du corps, c'est quoi? La maîtrise. Déjà, la connaissance de son corps. La connaissance à deux. Donc ça, c'est quand même juste passionnant. C'est-à-dire qu'on raconte à son mari, du coup, il est obligé d'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez vu, je sais pas. Mais oui, on parlait de libido tout à l'heure. Moi, clairement, j'ai vu une grande différence je ne savais pas que ça pouvait être une conséquence, en tout cas, de l'arrêt de la pilule, et pourtant j'ai senti une grande différence. Donc ce que vous avez vu sur votre sexualité, c'est la libido qui revient ou qui augmente, depuis l'arrêt de la pilule, mais sur la méthode même d'observer les glaires, vous n'avez pas remarqué que ça donnait plus envie de faire l'amour? Alors, non. Je dirais pas comme ça, mais en fait, le fait qu'on ait choisi ça à deux, c'était un vrai projet. C'est un peu une philosophie, cette méthode. C'est-à-dire qu'il faut un peu rentrer dans... Voilà, c'est un projet. Et le fait de faire ça ensemble, ça nous a quand même... ça crée beaucoup de complicité. J'imagine. Même si c'est un peu anti-glam, ça crée de la complicité. C'est un vrai projet qu'on a... Cette complicité devient érotique et on fait l'amour. Exactement. Et puis, moi, j'étais plus sensible à mes cycles hormonaux, je pense. Et je pense que, dans cette régulation naturelle des cycles hormonaux des femmes, il y a des périodes où elles ont plus de désir et des périodes où elles en ont moins. Et donc, vous avez pu les observer. Exactement. En écartant la pilule. Bon, alors, on a bien compris comment ça fonctionnait. Docteur, la fiabilité de cette méthode et qu'on vienne aussi, si possible, sur la méthode température calendrier. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on sait de la fiabilité de cette méthode? Il faut juger la fiabilité. On juge la fiabilité de la méthode en elle-même, mais c'est pas comme ça qu'il faut juger. Il faut juger en fonction de la personne qui l'utilise. Vous pouvez avoir des méthodes soi-disant très efficaces, comme la pilule est très efficace, si elle est extrêmement bien prise. Mais une méthode très efficace, très mal prise, globalement, vous aurez une fiabilité qui est très mauvaise. Une méthode, c'est vrai, qui a mauvaise réputation, puisqu'elle on lui impute beaucoup d'échecs, mais qui est parfaitement bien utilisée par des couples extrêmement motivés. Vous avez compris que ce n'était pas applicable à toute la population féminine française. Mais pour elle, ça lui va, elle a un projet avec son compagnon, etc. Je pense qu'elle le fait très bien, elle doit l'utiliser très bien. Donc pour l'instant, je pense que le taux d'efficacité est bon. Vous n'avez pas été enceinte. Pour l'instant. Ça fait 4 ans que vous utilisez cette méthode, vous n'avez jamais fait d'erreur. Donc on ne peut pas dire que c'est une méthode pas efficace, puisque vous avez quelqu'un là qui l'utilise depuis 4 ans. En même temps, elle a une petite fille de 2 mois. Non, mais par contre, du coup, ce qui était drôle, c'est que quand on ne désirait pas avoir d'enfants, pour l'instant, nous, on a eu 100% d'efficacité. Et effectivement, quand le désir est arrivé, on sait quand on a conçu Lison. Et ça s'est fait extrêmement vite après le moment où on avait décidé qu'on était ouvert à ça. Donc, je vous rejoins complètement. Moi, j'avais envie de venir ici aussi dire, ça existe, c'est super, mais il faut savoir que ça existe, il faut qu'on soit plus informé. Et effectivement, de toute façon, une contraception, c'est vraiment... il faut que ce soit choisi, personnel, et puis il faut qu'il y ait une rigueur. Je pense que pour ce type de contraception, une rigueur. On parlait d'efficacité. Il faut qu'il y ait une motivation très importante de la part de la femme. Quand on voit arriver une femme qu'on ne connaît pas dans son cabinet, on ne sait pas si elle va être rigoureuse ou pas. On ne sait pas comment elle est, quelle est sa motivation. C'est elle-même qui va vous dire, je suis extrêmement motivée pour ça. Et à ce moment-là, effectivement, il faut... puis votre mari joue le jeu. Parce qu'il y a des hommes qui pourraient être un peu dégoûtés aussi. Ne pas... Oui, mais après, il y a aussi... Nous, on le vit comme ça. Je pense qu'il y a nous, on le vit en couple. Mais après, il y a aussi des femmes, je pense, qui peuvent porter elles seules ce genre de méthode et puis, prendre leur température, ou faire l'observation d'elles-mêmes, le noter elles-mêmes et savoir où elles sont. On est obligé de impliquer leur mari. Nous, c'était notre démarche, mais ça pourrait très bien. Mais le jour où vous voudrez plus d'enfants, vous ferez comment? Parce que là, le truc, c'est que vous vous dites, si ça rate, c'est pas très grave. J'ai l'impression que j'entends ça à travers vos propos. Oui, alors... C'est clair que là,
Oui, alors je suis moins effrayée, c'est clair. On est dans une logique familiale. On vient d'avoir une petite fille. Je suis jeune. On n'a pas de soucis ni de santé ni financier. Donc voilà, on est quand même très ouvert et il n'y a pas de soucis. Voilà, c'est sûr. Mais Par contre, si vous faites 2, 3 enfants et que vous n'en voulez plus, comment vous allez faire? je sais pas, mais je reste ouverte au fait de changer de méthode. Voilà, à l'avenir j'ai besoin d'autre chose, on essaiera de trouver une méthode qui convienne. Pour le moment, ça vous convient dans votre logique de construction familiale. Après, je voudrais dire quand même que. À la fois, cette méthode est un peu décriée parce qu'on a dit qu'elle était pas très fiable, etc. Voilà, ça dépend comment on l'applique. Mais elle permet vraiment aussi de maîtriser la fécondité, je l'ai dit tout à l'heure, de découvrir à quel moment il est possible d'avoir des enfants, à quel moment c'est moins possible ou pas possible. Et du coup, on rentre aussi... Il faut préciser pourquoi elle est décriée, parce qu'il faut quand même dire les choses. Oui, pourquoi elle est décriée, bien sûr. C'est quand même une méthode où il y a derrière l'idéologie quand même catholique du Vatican, qui consiste à dire qu'il ne faut pas prendre de contraception médicalisée, que les seules contraceptions qui sont autorisées, entre guillemets, ce sont les contraceptions dites naturelles, dont la méthode de Billing. Donc il ne faut pas en faire une idéologie de contraception. Or, certains en font une idéologie de contraception en répandant auprès de n'importe quelle femme qu'il faut faire cette méthode. C'est formidable. Là, c'est clairement pas acceptable. Ça n'a rien à voir entre madame qui a son projet et de dire devant un parterre de femmes ou de jeunes filles ou à l'école, quand on fait de l'éducation, dire utiliser la méthode de Billing, c'est parfait. Mais Laurence, ça vous tenterait ou pas cette méthode-là? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que justement, moi, j'ai cet a priori que ce n'est pas une méthode fiable. Moi, j'ai besoin d'être tranquille, en fait. Pour avoir une méthode de contraception, je préfère qu'elle soit tranquille. Et du coup, c'est pour ça que vous pensez au stérilet en cuivre? Voilà, exactement. Parce que là au moins, il est placé pour 5 ans. Je n'ai pas à me soucier de ma fertilité ou de tomber enceinte. Je suis tranquille. Et ça, vous n'avez pas peur de ce dont on parlait? Parce que le stérilet en cuivre, moi, j'ai entendu dire que ça pouvait créer des règles abondantes. Ça peut créer des règles plus longues ou plus abondantes, oui. Ouais. Mais il y a aussi le stérilet hormonal, les hormones qui restent localisées. Mais pas les hormones. Mais ça reste dans l'utérus, ça passe pas beaucoup dans le sang. Non, non, vous avez dit, docteur, pas d'hormones. Alors, mais votre copain, qu'est-ce qu'il en pense? On va dire qu'il va me suivre, quelle que soit ma décision. Ma décision, exactement. Il me contraint pas à quelque chose. Il en a juste ras-le-bol des préservatifs. Voilà, exactement. Il préfère même le retrait que le préservatif parce que ce ne sont pas les mêmes sensations. Bien sûr. Et votre gynéco, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a failli s'arracher les cheveux quand je lui ai dit que je pratiquais le retrait. Regardez ce qui est devenu de Philippe. Elle a carrément paniqué parce qu'elle m'a dit est-ce que vous avez des envies de tomber enceinte ou secrètement? Je lui ai dit non, pas du tout, ce n'est pas prévu au programme, mais... elle a cru que c'était un désir inconscient d'être enceinte. Voilà. Mais elle a eu vraiment très peur parce que vu mon âge, ma fécondité est au top, on va dire, et du coup elle m'a dit d'arrêter cette méthode très très vite. Quelle méthode? Le retrait. Le retrait. Oui. Alors, Philippe, on va faire un petit point sur le stérilet en cuivre, ses avantages, ses inconvénients. Est-ce que ça va à toutes les femmes? Est-ce que ça peut aller à toutes les femmes? Je reste spécialement sur le stérilet au cuivre. Il y a très très peu de contre-indications. Alors, il paraît qu'il ne faut plus dire, je vais vous le dire, mais il ne faut pas dire stérilet parce que ça ne rend pas stérile. Donc on va dire dispositif intra-utérin. Oui, c'est vrai. Mais c'est trop compliqué à dire. Donc, ils ont stérilet, mais... Le fameux DIU. DIU. Voilà. Donc il y a très peu de contre-indications. Des femmes qui ont des malformations utérines ou des polypes à l'intérieur de l'utérus. Bon, voilà, c'est quand même très rare. Ça fait mal quand on le met? Oui. Ça dépend. C'est vrai que c'est plus facile. Ça fait moins mal chez des femmes qui ont déjà, par exemple, accouché parce que le col est plus ouvert. Ouais. Mais une femme qui n'a pas eu d'enfant, ça fait un petit peu mal au moment de la pause. Mais c'est une douleur qui dure 10 secondes, quoi. D'accord. Mais si on est douillette, comment on fait comment, en fait? Si vous êtes très très douillette, on peut aller, moi ça m'est arrivé quand même parfois, à faire une anesthésie locale au niveau du col pour pouvoir poser un dispositif intra-utérin. C'est-à-dire on fait une petite, comme chez le dentiste, une petite piqûre pour endormir un peu le col. Non, ça fait pas mal la piqûre. Ah ouais, mais moi c'est phobique chez moi, je supporte pas. Mais il y a des femmes qui d'abord l'idée qu'on leur mette un corps étranger, comme on dit, à l'intérieur, déjà ça les bloque. Donc si vous êtes bloqué déjà psychologiquement par cette idée-là, c'est sûr que ce sera probablement très difficile de vous mettre un dispositif. Mais déjà au départ, je me disais, étant un peu plus jeune, que jamais je ne mettrais ce genre de dispositif, avoir un corps étranger
dans le corps, ça me convient pas. Et puis, étant limitée en fait sur les moyens de contraception non hormonaux, je suis obligée de m'adapter. Qu'est-ce qu'elle peut mettre là, Philippe? Si elle veut pas de dispositif intra-utérin, si on va faire simple, qu'est-ce qu'il y a sans hormones? C'est ça votre question? Qui est, bon, on en reparlera peut-être. Il y a les méthodes naturelles, d'accord? Vous avez après ce qu'on appelle les méthodes barrières. Les méthodes barrières, c'est le préservatif masculin-féminin, spermicide, le diaphragme. Donc ça, c'est des méthodes barrières. Et puis, sans hormones, effectivement, il y avait que le stérilet en cuivre. Donc bon, il y a peut-être un petit effort à avoir. Qu'est-ce que vous recommandez, docteur, par rapport au suivi? On a été frappé à la rédaction par la désertion des cabinets de gynécologie, pardon. En fait, il faut rappeler quand même qu'il faut aller régulièrement voir son gynéco. Sur ce genre dès qu'on a une question, dès qu'on veut changer, etc. Pour la contraception? Oui, pour la contraception. Ah oui. Qui est notre sujet, au fond. Il faut aller voir son gynéco quand on a une question à lui poser. On n'a pas besoin d'aller voir son gynéco comme ça quand on n'a rien. Oui, bien sûr. Peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais quand on n'a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller voir son gynécologue. Quand on a donc un problème de contraception à résoudre, oui, il faut aller voir son gynécologue, mais il faut aller voir aussi une sage-femme ou un médecin généraliste. Voilà, et notamment si on a le sentiment que son gynécologue bloque, y compris sur les méthodes dites naturelles. C'est pas comme partout. Il faut, si vous n'êtes pas satisfaite d'une prestation, vous pouvez changer. On peut changer. Et aller voir une sage-femme. Il y a des sages-femmes aussi, par exemple, en libéral, qui font ça. Bon, alors je ne sais pas quoi vous dire, moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est pour ça que j'ai pris justement rendez-vous. J'avais pris rendez-vous dans un cabinet avec des sages-femmes. Très bien. Je suis tombée du coup sur médecin généraliste qui travaille avec elle. Je suis malheureusement tombée sur la seule qui pose pas de DU. Malheureusement, j'ai pas pu avoir tellement d'informations, mais elle m'a dit que je n'avais aucune contre-indication, que je pouvais totalement le mettre, contrairement à ce que m'a dit mon précédent médecin. Oui. Donc du coup, là, j'ai vu une espèce de libération, une porte de secours. Et peut-être que Nathalie a raison. Un peu de sophrologie, et puis on va vous le mettre, le dispositif. Ce sera l'affaire de 10 secondes. Oui. Et là, vous serez tranquille. Oui. Pour 5 ans au moins, je serai tranquille. Ah, c'est 5 ans Oui. Puis en plus, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que certaines copines ont eu mal au moment de la mise en place du DIU que vous aurez mal. Mais je connais personne, en fait, qui pas eu mal. fait poser. Donc, du coup, je peux pas vraiment partager de... Avis au réseau des maternelles, comme dirait. Oui, c'est ça. Allez sur le forum. Venez rassurer Laurence. Alors écoutez, c'était touchant. C'est très difficile parce qu'on a toujours plein de choses à dire sur ce sujet. C'était touchant de voir à quel point on a l'impression que vous avez appris à vous connaître en lâchant la contraception. Pour les jeunes femmes qui nous regardent, mais même pour toutes les femmes, le docteur Elisabeth Respola, que se passe-t-il dans mon corps ? Tout savoir sur le cycle menstruel, les règles et la fertilité, c'est sorti chez Fav. Je le trouve très très bien en approche. C'est un des rares qui vous disent qu'effectivement le DIU, même si on est une jeune fille, on peut en avoir un et on peut en demander, en tout cas en discuter avec son gynéco. Il y a tout un passage avec le calendrier sur le signal des glaires cervicales. Vous voyez, on rentre dans le détail. C'est un des seuls livres aussi complets, aussi décomplexés, aussi sans tabou que je connaisse et aussi accessible pour toutes les femmes que nous sommes. Et puis on a dit aussi que c'était une affaire de couple, cette histoire-là. Ce serait bien que ça le soit de plus en plus. Le dispositif hormonal masculin, ça n'a pas l'air d'être encore très au point. La contraception masculine, si vous voulez réfléchir sur toutes les expériences qui ont lieu un peu partout en France, c'est sorti chez Springer, très intéressant. Et puis c'est peut-être tout simplement le moyen d'en parler aussi avec son mari et de se dire, pas toujours porter ça toute seule. Merci beaucoup Nathalie, merci également à vous Laurence et à vous Claire pour vos beaux témoignages de ce matin. Un grand merci à Laura Bouissière d'avoir préparé ce dossier et merci également à vous, docteur Philippe Fauché. On vous garde avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Il est temps maintenant de retrouver les appels à témoins des maternelles. À quoi servent les héros? Peuvent-ils aider les enfants à grandir? Venez nous dire ce que vous en pensez. Vous avez eu un bébé grand préma, comment a-t-il été accompagné? Là encore, venez témoigner. Vous avez du mal à vous fâcher parfois, vous avez l'impression d'en faire trop. Si vous posez beaucoup de questions autour de l'autorité, là encore, contactez-nous. Et bien voilà, si vous souhaitez participer à notre émission et que l'un de ces sujets vous concerne, vous pouvez nous contacter sur le site des maternelles, rubrique appel à témoins. Docteur Philippe Fauché, Nathalie, on va rejoindre l'équipe des maternelles au grand complet. Mon cher Vincent, vous savez, nous n'avons plus beaucoup de temps et je suis obligée de vous demander une seule question pour le docteur Philippe Fauché. Profitez-en parce qu'on le réclame sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une queue, mais terrible. Je sais, mais avant de poser la moindre question, je voudrais faire une précision.
La question que je vais poser, je la pose. Et sachez que moi non plus, je n'ai aucun contrat avec des fabricants de contraception. Ça me paraît important. Non, mais parce qu'on a parlé de la pilule. Alors oui, la pilule, c'est très bien, mais ça donne de l'acné, ça fait prendre du poids, donc ça donne pas non plus envie aux mecs de prendre la pilule. Alors, quels moyens contraceptifs ont les hommes aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Alors, dans le retrait, c'est les hommes qui se retirent. Oui, non, mais je veux dire... Non, mais aujourd'hui, vous savez bien... Donc il y a déjà le retrait et le préservatif masculin. Oui, ça, c'est aujourd'hui, mais demain... Et vous avez aussi, dont on ne parle pas beaucoup, la vasectomie. Mais c'est le 7 novembre, la journée mondiale de la vasectomie. C'est quand? Le 7 novembre. Ah, c'est bientôt. Ce jour-là, oui. Donc la vasectomie qui est très peu pratiquée en France, contrairement à d'autres pays. En Angleterre, ils le font. Oui, beaucoup plus. Au Canada aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour demain, surtout, docteur, pour les hommes en contraception? Ce qu'il faut, c'est supprimer la production de spermatozoïdes. Donc ce sera des contraceptions hormonales, je suis désolé. Ah. Donc à nous l'acné. Et les gros poils. Il faut faire chauffer aussi. Si ça fait repousser mes cheveux par endroits, je veux bien. Mais c'est vrai, Nathalie, le kilt. Le quoi? Le kilt, vous savez, on avait parlé de ça, le kilt qui maintient à température. Ça doit être agréable. Ça diminue J'ai entendu parler, je l'avais testé, mais je sais que ça existe. Ça marche. Ça tue, c'est ça, les spermatozoïdes? Ça diminue, malheureusement. Quand les spermatozoïdes, ils sont justement, la nature est bien faite parce qu'ils sont dans les testicules qui sont à l'extérieur du corps, donc ils sont à une température inférieure à 37 degrés. Quand vous les mettez, vous les chauffez, ils meurent. Voilà. Donc c'est le principe du slip chauffant. Mais quand on enlève son slip... Chauffant, faut se dépêcher. Oh là là, c'est bizarre comme moyen de contraception. Bon, nous avons une question beaucoup plus sérieuse qui nous vient sur nos réseaux. Oui, enfin c'était sérieux. La question vient de Sonia. Et oui, Sonia qui nous demande après une IVG, quelle contraception me conseillez-vous? Alors c'est toujours la même chose. Moi, je ne conseille pas de contraception. C'est la femme qui vient et je l'informe sur les différents moyens de contraception. Puis elle va choisir celle qui lui convient le mieux. Mais ce qui est particulier après une IVG, c'est qu'une femme qui vient d'avoir une IVG, généralement, elle n'a pas envie d'en avoir une autre 3 mois après. Donc on va avoir tendance à s'orienter comme principal critère sur l'efficacité. Donc lui proposer une des contraceptions les plus efficaces. Et quelles sont les contraceptions les plus efficaces? Il y en a 2. C'est le dispositif intra-utérin et l'implant contraceptif, puisque c'est avec ces 2 méthodes-là qu'on a les taux de grossesse qui sont les moindres, puisque avec la pilule, il y a des oublis, préservatifs, etc. Donc c'est sûr qu'une femme qui vient d'avorter, si elle dit, moi, clairement, je ne peux pas revivre ça, on lui dit, écoutez, si vous ne voulez pas revivre ça, je vous propose de placer un dispositif intra-utérin ou de mettre un implant. Mais après, une femme qui me dit, moi, j'aurais pas de rapport sexuel, c'est pas de contraception, je préfère continuer avec le préservatif, très bien, je veux faire le billing, qu'elle fasse le billing. C'est sa liberté. C'est sa liberté, mais il faut savoir que l'efficacité n'est pas la même suivant tout. Bien sûr. Merci docteur. Bon, il est temps à présent d'ouvrir le grand album des maternelles et ça, c'est Elsa qui va le faire.